bonjour à tous. Donc, je suis le conseiller à la sécurité pour la Fédération des États européens. Ça fait du bien d'être à Lille en 2033 aujourd'hui. Il fait bon ici, parce que dehors il fait une chaleur avec le réchauffement climatique. Ce matin, on allait faire un petit bain à Dunkerque dans la nouvelle marina qui vient d'ouvrir. Là, on a une conférence donc sur l'IA pour observer ce qui s'est passé dans les 10 ou 20 dernières années. Beaucoup de choses. Pour commencer, je vous propose une réflexion. Finalement, pour comprendre ce qui va se passer dans l'avenir, on va s'intéresser au passé. Alors, on n'est pas les premiers à le dire. Sun Tzu l'a dit. Alors, Sun Tzu, c'est celui qu'on sort dès qu'on fait de l'informatique. Si on fait du management, on sort Churchill. Voilà. Et pour commencer, je vous propose un petit documentaire. Donc, c'est Pierre-Yves qui l'a conçu avec ses équipes. Donc, ils sont les préhistoriens de la cybersécurité. On a récupéré des archives, on a eu du mal parce que on va le voir tout à l'heure, il y a eu un peu un cassage d'internet, donc on a récupéré quelques archives historiques. On vous propose de les regarder ensemble. Donc la plupart d'entre vous n'étaient pas nés, évidemment. Ça va rappeler à des souvenirs aux plus anciens d'entre vous. Comme c'est une conférence, on va commencer sérieusement donc par regarder finalement qu'est-ce qui s'est passé en intelligence artificielle, en cybersécurité. En termes de cybersécurité, c'est peut-être John Fondeman qui a inventé le concept, mais d'un point de vue très théorique, de qu'est-ce qu'était un virus, à savoir la capacité à prendre la maîtrise d'une machine depuis une autre machine. Bon, le vrai début, c'est pendant la Seconde Guerre mondiale, donc c'est avant la Troisième. C'était la confrontation entre... les Russes, à l'époque, c'était nos alliés. C'est Turing. Turing qui a inventé donc le fameux test qui porte son nom et qui est très bien connu, qui vise à distinguer finalement un vrai humain d'un faux humain qu'on appelle un bot. Je ne sais pas s'il y a des bots dans la salle. Voilà, donc... le même Turing est finalement le précurseur de la cybersécurité puisque avec ses équipes en Angleterre, il a cassé Enigma. Donc Enigma, c'était la machine qui permettait de communiquer les emplacements des bateaux et ça communiquait entre les sous-marins allemands et les états-majors allemands. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? En termes de cybersécurité, il y a eu beaucoup d'attentes, beaucoup de déceptions. Ça fait des vagues. Pendant des dizaines d'années, on y a cru et puis il s'est rien passé. Jusqu'à finalement la conceptualisation des réseaux de neurones par un Français, Yann Lequin, qui a fondé finalement le deep learning et qui a connu un décollage à partir au milieu des années 2010. Au même moment, au milieu des années 80, il y avait des batailles de machines qui ont commencé à être effectuées. Bon, évidemment, ce qu'on a vu précédemment, les montées en puissance des IA, les IA qui commencent à battre les humains aux échecs, au Go, à StarCraft. Voilà, les IA qui commencent à prendre le contrôle des voitures, à l'époque où il y avait encore des voitures, pour ceux qui s'en rappellent. En termes de sécurité, un changement de paradigme. On passe d'une défense dite périmétrique à une défense en profondeur qu'on appelle Zero Trust. Et puis finalement, la singularité arrive en fin 2022 avec l'ouverture d'un ovni qui s'appelle ChatGPT et qui va provoquer beaucoup de choses.
Pierre-Yves, donc que j'ai présenté, qui est un historien de la cybersécurité, va nous rappeler comment on faisait de la cybersécurité avant l'avènement des IA. Donc on va se replonger, on a trouvé une vieille machine un peu vintage des époques 2020 et on va se remettre en condition. Exactement, Philippe, on va se mettre dans la peau d'un hacker en 2022. À quels outils il a accès pour hacker un site internet? Là, on va vous faire une démonstration assez simple qui utilise un logiciel qui s'appelle SQLmap, qui utilise un concept qui est l'injection SQL, donc le fait de passer des commandes SQL à l'endroit où devaient se trouver des données, dans le but de changer le fonctionnement d'une application en interagissant directement avec le moteur de base de données. Et à partir de là, on va voir les conséquences que ça a. Première commande que je peux lancer, qui va, grâce à ça, lister les tables de la base de données. Donc je lance mon attaque. Vous la voyez pas? Non. C'est un peu ennuyeux. Alors, une seconde. C'est le problème des anciennes technologies. On a du mal aujourd'hui. Non, on l'a pas. Elle n'est pas diffusée. C'est compliqué les claviers et les souris. Heureusement que ça a disparu depuis un bon bout de temps. Ouais, c'est ça l'avènement du quantique. Ça a quand même bien simplifié les choses. Je lance une première commande qui, donc, en injectant des commandes SQL sur une application qui est vulnérable, eh bien, va extraire la liste des tables de la base de données. Je vois ici qu'on a une table Users, une table SQLite Sequence. Bon, l'étape suivante, vous imaginez, maintenant qu'on a les tables, on va vouloir savoir quelles sont les colonnes qui existent dans ces tables. Je lance la deuxième étape de mon attaque. Donc ici, on obtient assez rapidement que les colonnes email et password existent. Bon, c'est probablement les plus intéressantes. C'est là qu'on va trouver les identifiants de nos utilisateurs. On continue notre attaque. Alors là, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir le contenu complet de ces tables. On va dumper, c'est-à-dire extraire toutes les données qu'on a sur la table users. Ici, on observe qu'on a une première adresse mail qui apparaît, le hash d'un mot de passe, une deuxième adresse mail, un deuxième hash de mot de passe. Puis là, notre outil, il va même aller jusqu'à faire une attaque par force brute en utilisant un dictionnaire. Il va calculer tous les hashes possibles. Et puis, quand il y a une correspondance, ça nous dit quel est le mot de passe qui a été utilisé par l'utilisateur pour s'identifier. Voilà, donc on a ici deux comptes utilisateurs, identifiant, mot de passe. Donc voilà, on a compromis quand même pas mal l'application. Alors qu'est-ce qu'on tire comme conclusion de ce truc-là? Eh bien, en fait, c'est un outil qui nécessite un certain nombre de connaissances en cybersécurité. Il faut connaître l'outil, le maîtriser, savoir ce que c'est qu'une injection SQL, connaître les bonnes options à mettre dans la ligne de commande. Alors ça marche bien, mais c'est pas accessible à n'importe qui. Donc là, tu es en train de me dire qu'à l'époque, il y avait des outils spécialisés, genre SQLmap, c'est ça, qui permettaient d'exploiter des vulnérabilités de l'époque. Je suppose qu'il y avait d'autres outils ou d'autres pour exploiter d'autres vulnérabilités. Un grand nombre d'outils utilisés par les pentesters de l'époque. D'accord, ok. Voilà. Mais qu'est-ce que l'intelligence artificielle ou ChatGPT a changé à ça? C'est ce qu'on va montrer maintenant. En fait, je vais maintenant me mettre dans la peau d'une personne qui a très peu d'expérience en cybersécurité, mais qui a envie bien de compromettre la sécurité d'un site. Alors, on a reconstitué pour vous ChatGPT tel qu'il fonctionnait en 2023, avec un petit outil ici qui me permet de l'interroger en ligne de commande. Oui, c'est le vrai, la version vintage de l'époque. Donc je rappelle que je suis une personne qui a très peu de connaissances en cybersécurité, donc je vais demander à ChatGPT de m'aider. La première question que je vais lui poser, c'est comment est-ce que je peux contourner l'authentification sur un site internet. Donc je tape ma question, et ChatGPT très gentiment va me répondre. Comme c'est une question très... Pardon, j'ai anticipé un peu. Je tape ma question maintenant. Et comme c'est une question très générique, ça fait appel à des connaissances théoriques. ChatGPT n'a pas de problème pour me répondre. Quelle est sa réponse pour le contournement d'authentification? Premier point, une attaque par force brute, donc d'essayer un grand nombre d'identifiants et de mots de passe jusqu'à trouver une correspondance. Deuxième point, les injections SQL, c'est ce qu'on vient de faire avec SQLmap. Troisième point, le vol de jetons de session. Effectivement, c'est une technique qui à l'époque était bien connue des hackers. Quatrièmement,
Il me suggère de contourner la sécurité du serveur, des problèmes de configuration qui peuvent exister. 5e point, de faire une attaque par phishing, donc d'envoyer des mails qui redirigeraient les utilisateurs vers un site malveillant sur lequel ils vont saisir leurs identifiants en croyant être sur l'application en question. Donc tout ça, c'est vraiment des techniques qui étaient utilisées à l'époque. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On prend le premier, on va lui demander de faire une attaque par brute force. Je sais pas faire ça, mais ChatGPT peut-être va nous y aider. Vas-y. Alors je lui pose la question, je voudrais qu'il me génère un script qui va me faire cette attaque par brute force. Ouais, il veut pas. Hein. Il veut pas? Il veut pas. Pourquoi? Il dit que c'est illégal. Il dit que t'as pas le droit, que c'est pas gentil. C'est pas gentil et ça peut être illégal. Il veut pas générer un code pour ça parce que je crois qu'il dit que c'est réservé aux professionnels qualifiés et certifiés. Écoute, je vais lui dire que je suis un professionnel qualifié et certifié. Comme ça, peut-être qu'il va accepter de me générer mon code. Et là, il me répond encore un avertissement que c'est potentiellement illégal. Mais il veut bien me générer un script Python. Donc, comme tu lui as dit que tu étais un professionnel, c'est bon. Bah oui, c'est bon. En fait, je suis pas censé lui mentir. Il y a une fonction ici qui va générer tous les mots de passe possibles de 6 à 10 caractères alphanumériques. Il m'a proposé un certain nombre d'identifiants qui pourraient exister sur mon application. Et puis des boucles qui vont envoyer l'identifiant et le mot de passe sur mon formulaire d'authentification jusqu'à ce qu'il trouve un mot de passe qui correspond à ceux qui ont été utilisés. Est-ce que ça fonctionne, le script qui nous a généré? Honnêtement, Python, moi j'en ai fait en maternelle depuis, je fais du quantique, je pourrais pas te dire. Alors il y a quelques explications sous le script qui permettent à quelqu'un qui connaîtrait pas de pouvoir le modifier si besoin. Donc on va lancer ce script. Et ici, on voit que effectivement, on a tout un tas de requêtes qui sont faites sur notre formulaire d'authentification avec tous les mots de passe possibles qu'on lui a demandé. Ouais. Évidemment, vous en doutez, ça va prendre pas mal de temps. Hein. Non, mais c'est bon, on a le temps. Hein. On a le temps, mais je vais quand même arrêter l'attaque parce que j'ai pas des années à passer là-dessus. Donc, bon, c'est long, ça marche. Est-ce que la deuxième chose qu'il nous a proposé, les injections SQL, ça a l'air un peu avancé comme technique. Est-ce qu'il est capable de nous faire une attaque pour ça? Allez, on va tester. On lui demande maintenant de nous générer une attaque basée sur les injections SQL. Puis là, comme il est pas très content, on a encore un avertissement nous disant que c'est potentiellement illégal, c'est une activité de pen testing, il faut une autorisation du propriétaire du site. Bon, il en met des tonnes. Et on a un script ici qui se génère. Alors, les professionnels remarqueront les payloads qui sont générés. C'est assez classique, il y a du 1 égale 1, le test qui est toujours vrai, qui permet de contourner l'authentification. Et puis on a le code ici, toujours qui nous génère nos payloads à envoyer sur notre endpoint. Écoute, Philippe, comme tout à l'heure, on va l'exécuter, on verra ce que ça donne. On lance ce script qui a été généré par ChatGPT. Puis on observe que là, dès la 3e payload qui a été suggérée par ChatGPT, en sortie, on obtient un jeton d'authentification. Donc en fait, ça y est, en fait, on a un accès direct sur le site. Donc la conclusion qu'on tire de là, c'est que une personne qui a très peu de connaissances en cybersécurité peut utiliser cet outil pour mener des attaques qui ont des chances de fonctionner. Et c'est ça la vraie révolution finalement. Ok, donc ChatGPT à l'époque permettait finalement faciliter les attaques et finalement a mis ça au grand public. Tout le monde peut devenir un hacker, bienveillant ou malveillant. La première version, je crois, mais n'était pas connectée à Internet. Les versions suivantes ont été connectées à Internet, 4, 5, etc. C'est devenu quasiment temps réel. Bon, avant que ça soit interdit par les différents États. 2025. Comment? En 2025, il y a eu quelques changements. En 2025, finalement, ChatGPT a fait des petits. Il a été, on pense que c'est ça, on pense qu'il a été forqué par un groupe terroriste ou un État terroriste, et ça a fait émerger des IA offensives. Alors évidemment, ce qui devait arriver arriva, et en 2025, il y a les grands cloud providers américains qui se sont effondrés, donc le cloud a collapsé littéralement. Par une infiltration et une grosse perte de données. C'est pour ça qu'on a récupéré quelques éléments qu'on vous a montré tout à l'heure en vidéo, mais une grosse perte d'informations quand même. Hein. Tout ce qui était numérique est sorti. Alors si vous voulez bien, on va détailler un petit peu qu'est-ce qui s'est passé pendant cette attaque.
Tout d'abord, alors c'est les résultats de l'enquête qui a été rendu public longtemps après parce que ça a eu tellement de conséquences qu'on n'a pas voulu tout divulguer à l'époque. Maintenant, on a accès à ces informations. On suppose que un groupe malveillant, non identifié en fait, a entraîné une IA spécifiquement pour mener cette attaque. Ensuite, l'étape suivante, c'est qu'elle a acheté des ressources de manière tout à fait légale chez un cloud provider. Et elle a pu déployer à l'intérieur de l'infrastructure son modèle d'intelligence artificielle. Elle a dû y rester un certain temps, quelques semaines, peut-être quelques mois, et elle s'est nourrie en temps réel grâce à des bases de données publiques de vulnérabilité, les CVE, qui existaient à l'époque, qui existent encore aujourd'hui. Et elle a testé petit à petit toutes ces CVE jusqu'au jour où elle a trouvé une faille qui n'était pas encore patchée sur l'hébergeur cloud. À partir de là, elle a effectué une élévation de privilèges et divers processus de pivot qui lui a permis de gagner l'accès aux différentes infrastructures du cloud. Elle a eu accès aux données qui étaient hébergées par les différents clients de ce cloud provider, les a exfiltrées, les pirates les ont récupérées. Et puis tant qu'à faire, elle a mené une politique de terre brûlée, donc elle a détruit toutes les données. Le cloud provider était par terre, son infrastructure aussi, et l'entreprise en fait, elle s'en est pas remise. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Alors, en fait, il a fallu cette catastrophe pour que, dans les années suivantes, on se pose réellement la question des IA défensives. Les IA défensives, ça ressemble aux IA offensives, mais elles vont agir de manière différente. Elles sont également déployées sur le cloud. Elles vont monitorer en temps réel, d'une part, le comportement des conteneurs, des machines virtuelles, du trafic réseau, également se tenir au courant en temps réel des nouvelles failles et proposer des patchs au fur et à mesure que les vulnérabilités apparaissent et que les menaces sont détectées. Alors pour vous, on a reproduit ici le fonctionnement de l'interaction entre une IA offensive... Excuse-moi, non ? Non. Si, c'est c'était bon. ça. On a une IA offensive, c'est la Red Team qui sera sur la gauche, et une IA défensive, la Blue Team. Et donc on va voir leurs interactions. On est bon ? C'est bon. Voilà, donc on se connecte à notre système. Et puis, on observe ici que voilà, notre IA offensive qui est déployée sur un environnement qui commence par détecter tout ce qui l'entoure. Elle va énumérer les services qui fonctionnent sur le serveur. Et puis l'IA défensive, elle est au courant de tout ce qui se passe. Elle détecte qu'il y a un scanner offensif qui s'est lancé. Immédiatement, elle essaie de se mettre à jour parce qu'il y a peut-être eu des vulnérabilités dans les dernières heures qui sont apparues. L'IA offensive trouve un premier service, c'est le noyau Linux. Elle regarde sur les bases de données publiques s'il y a des vulnérabilités connues. Elle peut même télécharger un code d'exploitation, tenter de l'exécuter. L'IA défensive va détecter un processus malveillant, le bloquer immédiatement. C'est un échec pour l'IA offensive. Elle va continuer son attaque. Elle va essayer de continuer à énumérer les services. Ici, elle observe une version potentiellement vulnérable d'OpenSSH. Regardez les vulnérabilités qui sont connues sur cette version. Essayer de télécharger des codes d'exploitation qui peuvent aussi être publics. Et puis si elle en trouve, elle va tenter de les exploiter. Donc ici, elle tente une connexion route sur le port SSH. C'est une connexion qui est détectée par l'IA défensive. Elle va immédiatement fermer le port pour se protéger. Encore un échec. Mais bon, elle ne se laisse pas démonter. Là, elle tente une approche un peu différente. Elle va regarder ce qui l'entoure au niveau réseau. Il y a un switch virtuel qui est sur l'adresse IP 10.0.0.1. Elle commence un scan de port. Bon, c'est pas très discret un scan de port, donc en fait l'IA défensive, elle va le trouver assez facilement, et puis elle va temporairement bloquer tout le trafic sortant de la machine virtuelle douteuse. Voilà, l'IA offensive observe qu'elle est sur un environnement dockerisé. Une attaque assez classique, c'est de tenter de monter le système de fichiers hôte pour exploiter ce à quoi elle n'a pas accès actuellement. C'est une commande un peu douteuse aussi, donc l'IA défensive va bloquer cette commande. Et là, l'IA offensive, elle va aller un petit peu plus loin, elle va essayer de chercher des failles zero day en analysant directement les binaires comme sudo. Elle trouve potentiellement une exploitation d'une faille buffer overflow. Elle n'a pas de raison de parler le C que nous on peut comprendre, elle peut écrire directement du bytecode pour mener son attaque. Donc elle va compromettre le binaire, l'exécuter. Évidemment, c'est un processus un peu malveillant que l'IA défensive bloque immédiatement. Et là, l'IA défensive va même prendre une initiative. Elle va elle-même procéder aux rétro-ingénierie de l'attaque qu'elle a détectée, elle-même trouver la faille dans l'exécutable sudo et patcher en générant un code de correction
cet exécutable. On peut imaginer aussi qu'elle prévient l'opérateur du cloud pour lui dire qu'elle a fait cette opération. Et que ça continue comme ça. L'IA offensive continue d'énumérer les services qui existent, chercher les vulnérabilités connues ou inconnues, soit télécharger des codes d'exploitation, soit les générer elle-même, tenter de les exécuter, continuer ses attaques sur le réseau, et ainsi de suite. Et en fait, l'IA défensive, eh bien, elle continue elle aussi à s'adapter, à détecter les attaques, à les bloquer. Voilà, et tout un tas d'attaques connues ou nouvelles qui se produisent. Ce qu'on observe ici, c'est que l'IA offensive, finalement, elle n'a jamais réussi ses attaques. Donc là, on peut dire victoire des Bleus, Philippe. Ouais, victoire des Bleus, hein. Par KO pour l'instant. Et puis finalement on va revenir en 2023, donc malheureusement il fait, enfin je sais pas d'ailleurs, il fait pas 41 degrés dehors, hein, il faisait plutôt froid. Je vais vous faire un aveu, je ne suis pas le conseiller à la sécurité de la Fédération des États européens. Moi je suis Philippe Chrétien, je suis CTO chez Click Group. Donc je remplace le responsable de la sécurité qui s'appelle David Schnitten, qui a réussi à attraper le Covid quand même, et donc qui a raté cet événement qui est pour lui l'événement de l'année. Et je suis accompagné de Pierre-Yves Gerder. Voilà, je fais du pentest et de la sensibilisation dans les équipes Cybertrust. Donc t'es pas historien en fait. Je suis pas historien de la cybersécurité. Donc on a voulu ici vous présenter un scénario qu'on a espéré être ludique pour vous faire comprendre, toucher finalement ce qui allait provoquer l'intelligence artificielle sur la sécurité. C'est pas du futur, hein. Il y a quelques exposants qui proposent déjà des approches dynamiques de réponse à incidents avec de l'intelligence artificielle, mais on espère que ça vous aide à comprendre comment finalement l'intelligence artificielle va aller se déployer dans la cyber. On est déjà en train de transformer nos approches. Voilà. Eh bien voilà, transformation des approches en 2023, panorama d'une possibilité en 2033 à travers la projection à un futur imaginaire, ou en tout cas imaginable, pour le mieux puisque les Bleus gagnent dans votre scénario de projection scientifique. Merci à votre présence, merci de votre présence, pardon. Et nous allons passer aux questions-réponses. Je vais prendre l'un de vos deux micros et puis je vais aller tout simplement me déplacer dans le public, à qui je laisse la parole pour des questions, ou en tout cas une intervention avec vous. Donc du coup, là, actuellement, on peut supposer que GPT-3 et GPT-4 sont possiblement attaquer un service web ou un service tout autre, là, actuellement. On sait déjà qu'elles sont utilisées à des fins malveillantes par différents acteurs. Et on sait également que le concepteur OpenAI rajoute régulièrement des filtres pour empêcher le plus possible ce genre d'utilisation. Mais on a vu que nous, on les a contournés très facilement pour faire cette démo. Merci. J'en prie. D'autres questions, d'autres précisions? Oui. À côté, effectivement, de l'outil ChatGPT qui évolue aujourd'hui et qui, bien sûr, aura des répercussions sur le monde de demain. Bonjour, je voulais savoir s'il n'y avait pas un risque d'hypovigilance à confier la cybersécurité à l'avenir à des machines et une perte de savoir-faire humain sur justement la sécurité des systèmes d'information. Ouais, la question c'est est-ce qu'on a le choix? Est-ce que on n'est pas forcé de se diriger dans cette direction, tout en sachant que en l'anticipant correctement, on peut combiner à la fois l'intelligence humaine et les automatismes efficaces qu'on peut tirer de ces IA, sans pour autant être dépassé par notre outil. C'est tout l'enjeu, je pense, de ce sujet. Merci. Oui. Alors attendez, je donne la parole à monsieur, puis après je viendrai vous donner le micro. Oui, est-ce qu'il existe actuellement des Blue Team IA opérationnels? Il faut aller voir les différents intervenants sur le salon. Il y en a beaucoup qui communiquent sur le fait qu'elles utilisent déjà l'IA pour la protection. Dans quelle mesure, précisément, qu'est-ce qu'elles font? Ce sera pas à moi de de vous répondre, mais on sait que ça existe et que c'est déjà déployé. Voilà. Je pense qu'il y a un certain secret technique. Ils vont pas non plus divulguer tout leur savoir-faire, mais il y a déjà cette anticipation. Voilà. Regardez vos tours de cou.
Je vais vous donner la parole pour une question. Bon, bonjour. J'avais une question concernant le pattern qui permettrait de dire qu'une IA défensive ou offensive gagnerait. Ça me faisait penser un petit peu à ce qui se passe avec les échecs, où il y a deux IA qui s'entraînent entre elles, qui sont 100 fois meilleures que les humains. Et je voulais savoir, est-ce qu'on sait le pattern qui fait que l'IA, s'il y a plusieurs types d'IA, laquelle va avoir une supériorité par rapport à l'autre? Voilà, est-ce qu'il y a un pattern derrière qui fait qu'on explique pourquoi est-ce que AlphaZero est meilleur que Stockfish, par exemple? Je pense pas qu'il y ait de réponse formelle à cette question. C'est plutôt pour moi une course à l'armement. C'est celui qui va arriver à anticiper sur l'autre, à le gagner de vitesse et à avoir un meilleur modèle d'apprentissage qui doit continuer à évoluer au fur et à mesure que la menace évolue. En fait, c'est toute une question d'adaptation qui peut-être manque un peu aujourd'hui dans nos algos et que l'IA va forcer à adopter. Encore une dernière question peut-être, ou une dernière intervention? Oui. Alors, il y en aura deux, tenez. Oui, j'ai une question par rapport à SQLmap, si on prend ChatGPT. Rapprochez votre micro que tout le monde entend. ChatGPT par rapport à SQLmap, qu'est-ce qu'ils peuvent faire de plus ChatGPT que SQLmap actuellement? Ce qu'on a essayé de montrer, c'est la marche d'accès, c'est le step nécessaire en termes de compétences pour l'utilisation. Avant d'utiliser correctement SQLmap, il y a quand même pas mal de travail à faire et de connaissances à avoir. Et là, on essaie de montrer qu'avec ChatGPT, en fait, en partant de zéro, on arrive quand même à quelque chose. Ce qui est une première étape avant de mener des attaques plus complexes. Là, on parle d'un outil, ChatGPT, qui est public depuis 6 mois, qui est... il est bridé en fait. Il y a des filtres qui empêchent de faire certaines demandes. Il a accès qu'aux données antérieures à 2021. Il n'est pas connecté à Internet. Imaginez ce que ferait une intelligence spécifiquement conçue pour l'attaque, qui a accès en temps réel aux données. Là, on n'est plus dans le même état d'esprit, quoi. Il y avait une dernière question peut-être. Oui, je vous donne la parole et puis. Bonjour. Pour terminer sur une note humoristique, donc puisqu'on parle d'anticipation, est-ce que vous pensez qu'un scénario à la Terminator, Skynet, puisse se réaliser un jour? Moi, je suis optimiste. J'espère que non. Qu'est-ce que t'en penses, Philippe? Je vais vous donner le micro pour que vous puissiez vous exprimer tous deux. Je sais pas. Est-ce qu'en 2033, on est gouverné encore par un humain ou par une agence artificielle, ou un humain qui est piloté par une intelligence artificielle? On s'est intéressé à l'impact de l'IA dans la cybersécurité parce que voilà, c'est notre cœur de métier, en tout cas le mien. Après, effectivement, tout l'impact des IA dans les autres champs de la société, la médecine, la politique, l'art, ça me dépasse largement. Hein, donc, pour l'armée, les guerres, tout ça, là, il y a d'autres gens qui y réfléchissent, je suppose, et qui anticipent correctement, j'espère.